Alors on a un sujet tout trouvé pour ce soir, puisque en ce 12 octobre 2012, le prix Nobel de la paix a été attribué à, devinez qui? L'Union européenne. Oui, l'Union européenne en tant que personne a reçu le prix Nobel de la paix. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions. On peut se dire aussi que ça tombait comme par hasard en pleine situation de crise de l'euro, de la zone euro plutôt. Et donc on nous a ressorti un peu tout le refrain «L'Europe c'est la paix» chez ceux qui se sont réjouis, et c'était la majorité parmi les personnels politiques, les personnalités des médias, qui nous ont dit «L'Europe c'est la paix». C'est un grand mérite qu'a eu donc le comité du prix Nobel de remettre ce prix à l'Union européenne pour raviver la flamme de l'Europe, parce que nous évitons toutes ces guerres causées par les sanglantes nations qui auraient déchiré le continent si l'Union européenne n'avait pas existé. Du côté donc de ceux qui font la moue, voire condamnent cette attribution, il y a ceux qui disent que l'Union européenne, dans la mesure où la plupart de ses membres sont membres de l'OTAN, n'est pas en soi une machine de paix, puisque l'OTAN est une machine de guerre, que l'Union européenne serait destinée à créer des guerres puisqu'elle se met dans le sillage des États-Unis et de l'OTAN, mais c'est pas là-dessus que je vais me focaliser. Ce qui va m'intéresser, c'est de montrer que tout ce qu'on appelle la construction européenne, c'est-à-dire tout ce qui démarre à partir de la CECA en 1951, du traité de Rome en 57, et de toutes les déclarations, les traités, les constructions entre 6 pays d'Europe, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, les 3 pays du Benelux, jusqu'à aujourd'hui les 27, et bien tout cela n'est pour rien dans la paix qui règne relativement sur le continent européen. Si on veut revenir donc sur la situation historique, il y a quoi? Depuis 1945, il n'y a plus de guerre entre la France et l'Allemagne, alors qu'il y en avait eu 3 entre 1870 et 1945. Comme il y a une parallèle entre cette période de paix et l'Union européenne, on va dire que l'Union européenne en est responsable. Et d'ailleurs, n'est-ce pas l'esprit dans lequel la construction européenne a été faite, à réconcilier les deux grands pays d'Europe de l'Ouest, la France et l'Allemagne, empêcher une nouvelle guerre? Eh ben, la réalité elle est quand même un petit peu plus compliquée. Déjà, il faut voir ce qu'il y a eu justement au cours de ces conflits entre 1870 et 1945, les 3 grands conflits entre la France et la Prusse et ensuite devenue l'Allemagne. Pourquoi la France et l'Allemagne se sont fait la guerre à 3 reprises? Pourquoi il y a eu ces guerres? Tout simplement parce que, en cas de victoire de la France sur l'Allemagne ou le contraire, le pays vainqueur pouvait devenir la grande puissance de l'Europe. Et c'est ce qui a été le cas notamment du Reich allemand entre 1870 et 1914. Ça a été la plus grande puissance de fait de l'Europe continentale, la plus industrielle, la plus puissante sur le plan militaire, et elle a bien pensé qu'elle allait l'emporter en 1914. En 1914, une victoire allemande aura en effet signé la domination germanique, austro-allemande, sur le continent européen. Et en 1939, on est passé pas loin de voir se réaliser ce scénario-là. Après 1945, c'était plus du tout possible. La France comme l'Allemagne étaient des pays ravagés par la guerre, surtout l'Allemagne mais aussi la France quand même, qui était un des pays les plus bombardés d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne était divisée, l'Allemagne a été occupée par les forces britanniques, américaines et françaises à l'ouest, sans parler des centaines de milliers d'hommes de l'armée rouge qui stationnaient en Allemagne de l'Est, sans parler des millions d'hommes que le pacte de Varsovie pouvait mobiliser et qui auraient très bien pu déferler sur l'Europe. Certes, les États-Unis avaient l'arme atomique, il n'était pas du tout évident que l'arme atomique américaine à elle seule suffirait à repousser une invasion soviétique. Quoi qu'il en soit, une guerre entre la France et l'Allemagne, en 1945, ou après, aurait très bien pu dégénérer sur une intervention des États-Unis, qui avaient des bases en Europe, et notamment en France jusqu'en 1966, ou bien évidemment de l'Union soviétique, qui elle n'aurait attendu que cela pour arriver jusqu'à l'Atlantique. De plus, une guerre provoquée par la France contre l'Allemagne aurait pu déclencher une insurrection communiste. Pour revenir à la réalité historique, faut quand même pas oublier que dès 1946, avec l'Indochine, la France s'est retrouvée engagée dans des guerres coloniales qui ont été coûteuses pour elle, et qu'elle a faites avec le soutien américain. Le soutien américain également dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, donc, créée en 1949, est un traité, donc comme son nom l'indique, un traité de l'Atlantique Nord, qui stipule que tout pays membre doit porter assistance à n'importe quel autre du moment qu'il est agressé. Donc ça veut dire que si la France attaquait l'Allemagne de l'Ouest, ou le contraire, le pays agresseur se retrouvait à avoir contre lui les États-Unis et le Royaume-Uni. Autrement dit, 2 puissances nucléaires, dès 1944 pour les États-Unis et dès les années 60 pour le Royaume-Uni. La France aussi est devenue une puissance nucléaire dans les années 60, ce qui fait que une invasion allemande serait devenue quasiment impossible. En même temps, la France aurait difficilement pu entrer sur le territoire allemand pour conquérir les zones où il y avait des bases américaines ou britanniques. Parallèlement à cela, on peut dire que les populations françaises et allemandes ont toutes deux vieilli, plus encore en Allemagne qu'en France. Il y a moins de jeunes, il y a des coûts sociaux beaucoup plus élevés, pour les retraites, pour la santé, ce qui fait que les dépenses militaires ont beaucoup moins de marge. Et notamment, la France comme l'Allemagne ont des budgets militaires assez faibles, surtout en Allemagne. Et c'était une nécessité pour pouvoir reconstruire les économies des pays d'Europe de l'Ouest, même en comptant le plan Marshall. Donc, quand on fait le tour de tout ce que je viens de dire, à savoir l'affaiblissement de la France et l'Allemagne après 45, la menace de l'armée rouge, la menace d'une guerre nucléaire, la présence de troupes américaines et britanniques en Europe, l'OTAN, les guerres coloniales de la France, l'arme nucléaire française, le vieillissement des populations, avec toutes ces contraintes. Comment aurait-on pu imaginer seulement une guerre entre la France et l'Allemagne après 1945? Ça aurait été quasiment impossible sur le plan technique, sauf à imaginer que des dirigeants d'un des deux pays auraient été de véritables fous furieux, à côté desquels Adolf Hitler ou Pol Pot auraient paru pour être des gens raisonnables. C'est ce qui nous amène à penser que les traités européens, donc depuis la CECA en passant par le traité de Rome et tout ce qui s'ensuit, n'ont en réalité joué qu'un rôle très mineur
dans l'établissement de la paix sur le continent européen. Une paix relative, comme je le disais au début, puisqu'il faut compter par exemple le conflit nord-irlandais, le conflit du Pays Basque, et surtout les différents conflits balkaniques, contre lesquels l'Union européenne n'a pas pu grand-chose, quand elle n'a pas, par le biais de certains de ses membres, appuyé ces conflits. Mais là, je ne vais pas digresser. Pour finir, pour répondre à tous ceux qui nous parlent des nations qui auraient fatalement déclenché toutes les grandes guerres de notre histoire, rappelons que l'un des plus violents conflits du XXe siècle en Europe, la Première Guerre mondiale, a eu parmi ses principaux déclencheurs l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire russe. Autrement dit, lorsque l'on connaît un peu son histoire, on sait que des empires multinationaux, comme celui que prétend être l'Union européenne, peuvent très bien être des fauteurs de guerre.